Alors on va commencer avec un petit jingle avant de partir sur ce sujet. Le podcast souffre-t-il d'un déficit de notoriété ? Et on va avoir, comme à notre grande habitude, le billet acidulé de Brûlatour après le jingle. Allez, à tout de suite. Vous allez écouter un podcast. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Littérature, mode, sport, art, fiction, santé. Des centaines de milliers de podcasts sont disponibles. Et il vous faudra une vie pour les écouter. Mais le pod est là. Le meilleur du podcast, c'est sur le pod, en version papier ou numérique. Pour plus d'informations, www.lepod.fr. Le podcast souffre-t-il d'un déficit de notoriété, monsieur Brûlatour ? Incontestablement, je suis là et incontestablement, oui, 2 fois oui. Le podcast souffre d'un déficit de notoriété. Les Français connaissent peu ce nouveau format. D'ailleurs, qui s'est emparé et qui peut donner une définition précise de ce que représente le mot podcast ? Bon, gageons qu'ils ne sont pas nombreux. D'abord parce que le podcast est un format qui est récent, qui n'en est visiblement qu'à ses balbutiements. Et puis aussi surtout parce que c'est un format qui vient concurrencer les formats plus traditionnels, les formats historiques qui sont depuis longtemps installés, comme la radio, la musique également, qui se consomment pour l'instant différemment. Alors ajoutons que le public du podcast est un public de curieux. Il prend le temps de chercher, parfois il trouve. Il prend le temps de s'abonner, il prend le temps de s'habituer aux plateformes et à tous les outils qui sont inhérents et qui gravitent autour du podcast. Les autres, grosso modo, c'est-à-dire l'écrasante majorité, on va parler de majorité silencieuse, parce que c'est une expression qui est à la mode et puis qui, pour le coup, convient bien dans ce que je suis en train de vous démontrer. L'écrasante majorité, donc la majorité silencieuse, ne prend pas visiblement le temps nécessaire parce qu'elle ne l'a pas, et surtout parce qu'elle n'a pas compris l'intérêt qu'elle pourrait en tirer. Ça, c'est la raison principale, selon moi, qui explique ce déficit de notoriété. Quand un client n'achète pas, c'est qu'il n'a pas souvent bien compris l'intérêt du produit ou du service qui est proposé à la vente. Alors on va être réaliste parce que les podcasteurs n'ont pas encore su, selon moi, convaincre la majorité du public à s'engager vers eux. Ça, c'est un constat. Alors il peut être triste, ce constat, mais selon moi, il est d'abord réaliste avant d'être triste. Ils n'ont pas su, autrement dit, mettre en exergue les atouts, les qualités, les avantages, les bonnes raisons pour écouter un podcast. Pourquoi ? Parce que c'est déjà pas leur métier. La promotion, c'est un métier qui est à part entière. Aussi parce qu'il n'y a pas encore en France de personnalités qui sont liées au podcast, comme il n'y a pas encore un ou plusieurs podcasts qui fédèrent le grand public. Est-ce que ça va durer longtemps ? Oui, probablement. Alors certes, depuis le mois de mars 2020, l'audience des podcasts a considérablement augmenté, mais toujours aucune personnalité à l'horizon. Et quand je fais référence à une personnalité à l'horizon, ou à plusieurs personnalités à l'horizon, c'est Monsieur Podcast, c'est Madame Podcast. Alors forcément, ça freine un peu le développement du marché parce qu'on n'a pas aujourd'hui sur le territoire hexagonal un Monsieur Podcast digne de ce nom ou une Madame Podcast digne de ce nom. Vous me direz, on n'a pas non plus une Madame Radio ou un Monsieur Radio. Selon l'étude Global Audio de Médiamétrie que j'ai retrouvée tout à l'heure, la radio, elle est toujours l'offre audio qui est la plus consommée en France. Chaque mois, près de 9 internautes sur 10, ça fait au doigt mouillé 9 sur 10, 86%, quelque chose comme ça, et des brouettes, écoutent la radio en direct. Et ils sont également de plus en plus nombreux à l'écouter à la demande, ce qu'on appelle le replay. Je crois que c'est pas loin de 30%. Pour les podcasts, ça progresse, c'est vrai. Près d'un tiers des internautes, donc un peu moins de 33%, écoutent des podcasts chaque mois. C'est un chiffre qui est en progression de 5 points sur un an. Les podcasts sont d'abord privilégiés par un public qui est jeune. Un auditeur de podcast sur 4 à moins de 25 ans. Le podcast, dans ce cas présent, est un format engageant. Parce que près de la moitié des auditeurs déclarent recommander ou noter des podcasts qu'ils écoutent. Alors c'est comme pour tout, il faut laisser le temps au temps. Je ne sais pas qui c'est qui disait ça. François Mitterrand, je crois. Je ne sais pas, mais à vérifier. Mais je crois bien que c'est François Mitterrand qui disait ça. Il faut laisser le temps au temps. L'histoire, comme l'histoire de la radio ou l'histoire des podcasts, demande donc du temps. On aimerait que ça se fasse en quelques semaines, que ce soit torché en quelques mois.
mais ça résonne pas, ça s'équilibre pas de cette façon. L'histoire, elle répond à des cycles, 5, 10, 15, 20, 25, 50 ans, un siècle, parfois même des millénaires. Alors je dis pas qu'il va nous falloir plusieurs siècles pour que le marché du podcast se structure, c'est pas ça. Juste d'un peu de temps, pas celui, en tous les cas, dont on est habitué quand on actualise avec le pouce ou l'index sa page Instagram, Twitter ou Facebook. Ça marche pas du tout comme ça, le monde de l'économie. Sinon, ça ressemble à une bulle et ça, c'est le danger qui nous guette. D'ailleurs, pour terminer, il y a quand même une notion assez positive que je voudrais faire transparaître dans ce billet. En France, il y a 112 millions, un peu plus de 112 millions de podcasts qui ont été consommés en avril dernier. Ça, c'est une autre étude, c'est la mesure de mémoire ISTAT de Médiamétrie. Puis aux États-Unis, il y a eu un quatrième trimestre de l'année dernière qui a été particulièrement solide. 37% d'augmentation de revenus publicitaires liés au podcast. Alors, grosso modo, ça fait 840 millions de dollars en 2020 contre 708 l'année précédente. Alors, ça s'explique aussi parce qu'il y a eu des confinements, les gens ont eu un petit peu plus de disponibilité, ils avaient retrouvé le temps qu'on leur avait volé, si j'ose dire. Donc, vous le voyez, ça va vite, mais tellement vite des fois, en ce qui me concerne, c'est un avis personnel, ça va tellement vite qu'on peut parfois se demander si la bulle, justement, dont je vous parlais il y a quelques secondes, ne va pas rapidement éclater. Ça, c'est aussi le danger quand je vois les chiffres états-uniens, américains, outre-Atlantique. Voilà, c'est peut-être le seul bémol que je mettrai sur le développement actuel du marché du podcast, Philippe. Bon, eh bien, merci pour ce petit billet. On rentre dans le vif du sujet. On vous demande à tous ceux qui sont dans la room cette question. Est-ce que pour vous, le podcast souffre d'un déficit de notoriété ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti, que vous, en tant que créateur de podcast, puisque dans la room, il y a bien entendu des créateurs de podcast, mais on est aussi des auditeurs. En tout cas, ce qui est certain, c'est que de notre côté, on a du mal à identifier une star du podcast. Alors oui, les plateformes ce qu'on appelle les labels, qui sont les plus renommés aujourd'hui et qui arrivent à avoir une économie autour du podcast, estiment qu'il existe des stars aujourd'hui dans le petit univers qui est le nôtre, celui du podcast. Mais est-ce que vraiment le grand public et Madame Michu qu'on peut rencontrer dans la rue est au courant ? Alors, est-ce que Madame Michu connaît aussi, comme tu le disais, Bourlatour ? Est-ce que Madame Michu connaît tous les animateurs connus ? Alors, il y a quand même des stars, on va dire, de la télévision qui sont des personnalités avec une notoriété un peu globale. Et il y a des noms comme ça qu'on peut donner. Et d'ailleurs, il y a des classements qui existent des personnalités les plus connues des Français. Alors, est-ce qu'il faut ça pour qu'on puisse estimer que le podcast est un succès ? Quand je parle de podcast, je parle de podcast natif. On est vraiment sur cette approche-là. C'est un peu aussi l'édito qui va paraître dans le prochain magazine Le Pod que l'on sort et qui est parti en impression aujourd'hui et qu'on sortira pour la fin du mois, enfin début du mois de juin, où on indique que oui, il commence à y avoir des gens qui font parler d'eux. On parle souvent de Pénélope Boeuf et elle intervient souvent dans nos rooms ici sur Clubhouse, qui fait parler d'elle, mais c'est pas pour ça que quand on va dans la rue et qu'on parle de Pénélope Boeuf, on va forcément, les gens dans la rue vont forcément dire bah oui, je la connais. Alors que des personnalités de télévision ou des personnalités de radio, si on parle, je sais pas, alors peut-être pas de Coé, c'est pareil, ça dépend de l'âge qu'on peut avoir. Donc tout est obligatoirement une question de référence. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que le podcast 1 est un mot qui n'est pas forcément... Alors, je ne sais pas s'il y a des gens du Québec ou du Canada qui aiment bien parler de balado et de rediffusion. Ils utilisent vraiment très peu les termes replay ou les termes podcast. Est-ce que c'est parce que c'est le mot podcast qui est déjà utilisé ? Je regardais un peu dans nos archives en faisant
le numéro collector sur les 100 ans de la FM et les 40 ans de la libération, les 100 ans de la radio et les 40 ans de libération de la FM. Et je voyais qu'en 2004, on proposait déjà avec le salon qu'on organisait, le salon Le Radio, c'était le rendez-vous annuel des décideurs indépendants des ondes, on proposait nos conférences en podcast. Et c'était en 2004. Donc c'est un mot qui existe déjà dans l'univers de la radio depuis très longtemps, que les auditeurs ont certainement entendu. Ça s'est un peu passé de mode, et puis après Arte Radio est arrivé dans les années 2010 et a commencé à mettre en avant, alors c'était plutôt des créations audio, des créations sonores que vraiment des podcasts, et puis on a toujours eu après les radios qui ont continué à mettre leur émission à disposition à la demande. Et ensuite est arrivé bien sûr le podcast qu'on appelle natif, et qui est plutôt du balado. Et c'est vrai que balado est un terme qu'il faudrait qu'on utilise, mais comme beaucoup de termes québécois qu'on n'utilise pas en France. Tour. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui, non, mais ce qu'on appelle la belle province, c'est au Québec. Et le Québec, c'est une enclave francophone. Ils sont entourés uniquement d'anglophones. Il y a plusieurs centaines de millions d'anglophones autour d'eux. Donc ils font de la résistance, et chaque mot est pesé, sous-pesé, et on lui trouve sa définition, ou plutôt son mot francophone en face. Donc balado, c'est plutôt sympa. Mais je suis pas certain, pour le coup, que les gens qui habitent en France savent ce qu'est le balado. Pas du tout. J'imagine que le mot balado affiche un déficit de notoriété qui est beaucoup plus important que le mot podcast. Même si celui-ci, le terme podcast, s'est développé, on va dire, ces derniers mois un peu plus rapidement à cause ou grâce au confinement. Mais moi, je vous invite à faire un test vous-même dans vos familles, dans votre communauté d'amis, de voisinage. Demandez ce que les gens pensent, ou toutefois si tu es capable de donner une définition du mot podcast. Je vous assure que vous allez être relativement surpris, et il y a vraiment une cassure, encore une fois. Si vous êtes à Paris, Lyon, Marseille, dans un territoire urbain, vous avez plus de chances que les gens vous donnent une définition du mot podcast, parce qu'on voit bien aussi dans les études de médiamétrie et dans l'étude ISTAT, on voit bien que celles et ceux qui écoutent des podcasts sont plutôt des CSP+. Alors, moi, c'est un acronyme qui me gêne, CSP+, parce que quand on parle de catégorie sociale supérieure, ça veut dire que par définition, il y en a un certain nombre qui sont inférieurs. Donc déjà, la classification me gêne, mais c'est plutôt un public urbain qui a moins de 35 ans, qui est à 3, 4, 5 000 euros par mois, qui a les outils pour écouter, qui est, je vous dis, de nature plutôt curieuse, parce qu'il a reçu une éducation qui va avec, etc. Et quand vous êtes sur la diagonale du vide, là pour le coup en zone rurale, où vous partez de Strasbourg jusqu'à Clermont-Ferrand en passant par Brive, très honnêtement, peu de gens vont vous donner une définition précise, même un peu sablonneuse ou alambiquée, de ce que veut dire le mot podcast. Donc c'est quand même quelque chose qui est profond, Philippe. C'est pas, c'est structurel. J'allais dire, c'est structurel. Pour le coup. Qu'en pensez-vous dans la room? Est-ce que pour vous, le podcast a un déficit de notoriété, ou on va dire qu'on entend quand même de plus en plus parler, on voit Amazon qui s'est lancé, qui a ouvert une section podcast dans Amazon Music. C'est quand même un signe, ça veut dire que aussi il communique dessus, donc il va y avoir une notoriété supplémentaire qui va être apportée par ce biais-là. On voit qu'Apple Podcast aussi a fait des évolutions dans sa partie podcast et dans son application. Donc tout ça quand même bénéficie quelque part à la notoriété. Oui, mais sur Amazon, moi je suis Prime, je crois que je peux avoir Amazon Music, je crois qu'il y a une synergie comme ça. Même moi, j'ai même pas pris le temps d'aller jeter un coup d'œil là-dessus, donc je ne vais pas parler d'Amazon Music, mais en plus, il me semble que le très gros pourcentage de podcasts qui sont proposés par Amazon sont des podcasts aujourd'hui qui sont en langue anglaise, sauf erreur de ma part. Moi, j'ai suivi, par exemple, l'autre jour, une conférence de presse chez Apple pour le lancement de Apple Podcast Premium.
Et franchement, moi j'ai été surpris. Il y a effectivement beaucoup de. D'ailleurs, ça se voyait dans les jaquettes. On sentait que les gens d'Apple étaient assez gênés pour lancer le produit sur un marché francophone parce que toutes les jaquettes les visuels des podcasts, c'était uniquement des podcasts américains ou anglais. Il y avait très peu. Enfin, à ma connaissance, enfin, je m'avance un peu, mais je crois que j'ai pas vu de podcast francophone, quoi. Et le seul studio aujourd'hui qui propose sur Apple Podcast, sur Apple Premium en podcast, des podcasts donc francophones, c'est le studio Nouvelles Écoutes. C'est sorti hier, je crois qu'ils ont fait leur premier Zoom hier, et ensuite ça se décline par abonnement, ça coûte 2,99 € je crois de mémoire, et vous pouvez le réécouter, vous pouvez écouter cette Zoom, j'allais dire, comme une room, mais ce podcast indéfiniment en prenant un abonnement sur Apple, tout en sachant qu'Apple prend de mémoire, je crois, 30%. Mais, et on a appris d'ailleurs lundi que c'est 30% pour la première année, et qu'après la première année, c'est-à-dire si vous êtes abonné pendant un an, après c'est le créateur de podcast touche 15%. Absolument. Apple touche 15% seulement, c'est-à-dire ils baissent de 15% leur marge sur les podcasts. Donc c'est une information qu'on avait pas. Ouais, mais ensuite, tant qu'il n'y aura pas je ne sais pas quel est le point le climax, le point d'équilibre, mais tant qu'il n'y aura pas suffisamment de podcasts francophones sur Amazon, par exemple, je suis pas certain que le public, ou alors il faut être bilingue, trilingue, il faut pour le coup bien maîtriser, parce que quasiment c'est que des sujets de niche, tu vois, donc il faut avoir un vocabulaire qui va avec, donc c'est pas forcément facile. Donc je suis pas certain que ça vienne de là. Ça vient d'arriver. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est bon pour la notoriété. On va accueillir Raphaël qui va nous donner son avis sur le déficit de notoriété du podcast. Bonjour Philippe, bonjour Frédéric, bonjour tout le monde. Un sujet passionnant, hein, comme tous les midis. Pour ma part, donc moi j'ai créé un podcast qui est consacré à Prince parce que j'ai un site qui est consacré à Prince depuis 30 ans. Donc au niveau du faire connaître, j'avais on va dire une niche qui était plus ou moins captive. Après, j'ai eu la bonne surprise de voir que comme je parle d'un artiste qui est référencé sur les plateformes de streaming au niveau de la musique, il semble, d'après les commentaires que je reçois actuellement, que les personnes qui écoutent un peu de Prince de manière soutenue sur Spotify et Deezer voient en recommandation le podcast, ce qui aide donc à la notoriété, parce que je suis sur une thématique où ils ont du contenu à la base. Évidemment, si j'avais un podcast business, je pense qu'il est plus difficile pour la recommandation. Donc sur ce podcast, au niveau de la notoriété, enfin, c'est un grand mot, mais disons que je ne suis pas mécontent des écoutes parce que les plateformes font un petit travail de recommandation. Après, je pense qu'il y a un gros déficit au niveau du podcast, au niveau des relais. Ça veut dire qu'en dehors de vous, sincèrement, c'est pas parce que vous êtes là, mais où vous avez le pod, vous avez le magazine papier, vous avez le site où vous avez un vrai magazine qui est consacré à ce type de contenu. Il y en a pas tant que ça, en tout cas en français. Donc, quand on lance un podcast et qu'on cherche des relais, qu'on cherche des endroits où potentiellement on pourrait parler de nous. Après, libre au rédacteur en chef de choisir ou pas d'en parler. On a très peu de choix. Donc, c'est assez difficile, en fait, de faire connaître. Là, par exemple, je lance un podcast sur l'influence, donc complètement différent. Je vois qu'il est difficile de le faire savoir, il est difficile d'en parler. Et après, pour ce qui est... donc, je suis parti sur un agrégateur, donc super, je vois mon nouveau podcast arriver sur Google Podcast, sur Apple Podcast, sur tout un tas de plateformes, et on cohabite avec les replays radio. Donc, je comprends l'intérêt de cohabiter avec les replays radio, mais quand tu arrives sur une plateforme où tu essayes, tant bien que mal, avec tes petits moyens, etc., d'exister au milieu du replay des grosses têtes avec Ruquier en pleine bourre ou de Ondelat, c'est pas super simple. Et je comprends que les radios utilisent les plateformes de podcast pour se faire connaître, pour propager leur contenu, pas pour se faire connaître, mais du coup, ça truste énormément de place dans les positions, parce que même quand ils ont des catégories de qualité, dans une catégorie spécifique, si tu as un contenu spécifique, s'il y a une émission de radio existante qui est là, tu es complètement invisible. Donc pour la notoriété, et conclure là, je pense qu'il manque énormément de relais. Il y a d'excellents sites qui parlent de youtubeurs, il y a d'excellents sites qui parlent même de ce qui se passe au niveau de l'influence en général.
pour le moment, je trouve qu'il est dommage qu'il n'y ait pas plus de sites qui aident même l'auditeur à y voir plus clair sur la quantité de podcasts existants. Juste un rappel, Philippe, si tu peux me le permettre, sur la différence qu'il y a entre un podcast replay et un podcast natif. Là, j'ai fait le billet avec dans ma ligne de mire la cartouche du podcast natif. J'ai pas abordé le podcast replay, mais tout à l'heure, je vous ai dit qu'en avril dernier, selon l'étude ISTAT de Médiamétrie, un peu plus de 112 millions de podcasts avaient été téléchargés. Et comme Raphaël à l'instant parlait, et c'est tant mieux des replays radio, je voudrais juste vous dire qu'en avril dernier, c'est pas anecdotique, l'émission Les Grosses Têtes sur RTL, sur 112 millions donc, de podcasts téléchargés, elle en a proposé pratiquement 12 millions. Donc à elle seule, tu vois, une seule émission représente 10% du volume global et hexagonal en termes de podcasts consommés. Et quand tu regardes cette étude précisément, qu'est-ce qu'elle dit aussi? C'est le deuxième enseignement, qu'essentiellement à 100%, ce ne sont que des replays d'émissions de radio qui tirent le marché vers le haut. Alors tu me diras, c'est tant mieux, hein, parce que si ça tire le marché vers le haut, ça veut dire que ces 1001 podcasts qui gravitent aujourd'hui dans une sorte d'indifférence assez générale, hein, n'ayons pas peur des mots, risquent d'être entraînés par cette vague du replay radio. Et ça, c'est un processus qui pourrait, à terme, pour le coup, là, à très court terme, bénéficier à des podcasteurs qui sont aujourd'hui dans une relative solitude qui parfois forme au grand destin. Mais est-ce que tu penses que l'évolution de la télé, où on sait qu'aujourd'hui elle est énormément consommée en replay, permet de porter vers le haut les youtubeurs? Parce que c'est un peu la même problématique finalement. C'est une bonne analogie, ouais, c'est une analogie qui est correcte, hein, qui se vaut, il n'y a rien à dire dessus. Je suis pas certain, moi je suis pas fan de télé, je la consomme pas ou peu ou plus même. Donc je pourrais pas dire s'il y a aujourd'hui des youtubeurs qui sont recrutés par des chaînes. Ça, je ne pense pas. Je crois plutôt à cet aspect, à cet exercice naturel dont je parlais il y a quelques secondes, cette courroie d'entraînement qui est probablement possible, si j'ose dire, dans les mois qui viennent, à savoir que les replays vont peut-être entraîner avec eux quelques podcasts. Il y a autre chose qui va se passer dans les mois qui viennent. Et si on est ici pour en parler, c'est qu'on en sait quelque chose. C'est que malgré tout, le podcast, ça demande un temps d'écoute. On sait que Clubhouse est en train de faire des petits, puisque les plus grosses plateformes de réseaux sociaux sont en train d'intégrer les salons vocaux. On sait que c'est prochainement pour Facebook. Instagram essaye de trouver quelque chose de plus ou moins équivalent. Donc, le podcast va avoir en plus un nouveau concurrent qui sont les réseaux sociaux vocaux, qui demandent un temps différent. Jusqu'à présent, tu pouvais écouter un podcast et continuer de regarder sur Instagram ce qui se passait. Alors, là, ça va être plus complexe. Ça c'est la définition de Philippe, hein. Philippe, il te dit le podcast, c'est bien, c'est comme la radio, on peut faire autre chose à côté. Alors moi, c'est absolument pas mon avis. Moi, je pense que quand on écoute, il faut faire une différence entre écouter et entendre. C'est pas tout à fait, tu vois, c'est pas tout à fait la même chose. Moi, je peux pas écouter ton podcast, je peux pas entendre ton podcast, Raphaël. Tu vois, il faut que je l'écoute pour que je puisse le comprendre. C'est-à-dire que je peux pas faire autre chose à côté. Et les professionnels de la radio, parce que Philippe est issu aussi de ce sérail, sont intimement convaincus dans leur ADN que la radio, ça s'écoute partout, qu'on peut faire autre chose à côté. Parce que je le sais, il me l'a souvent dit. Ben oui, tu peux faire autre chose à côté. Tu peux bricoler, tu peux faire de la cuisine, tu peux lire éventuellement, mais il y a une différence fondamentale qu'il faut faire entre écouter et entendre. C'est pas tout à fait la même chose. Tiens, par exemple, je te pose un billet, va entendre une émission de France Culture ou va l'écouter. Par exemple, la méthode scientifique. C'est pas la même chose. Tu es obligé d'être un peu concentré. Et moi, je pense que tout ce qui est issu du monde du podcast, tu es obligé d'être concentré. Si tu veux écouter n'importe quel podcast aujourd'hui, tu es obligé d'être concentré 60 secondes, 10 minutes, parfois 1 heure, parfois beaucoup plus, parce que sinon tu vas l'entendre et il va rien te rester. Deuxième remarque, je pense qu'on est plus dans une sorte de révolution numérique liée aux espaces conversationnels qui vont effectivement bousculer nos habitudes. On voit bien qu'on est entré dans une ère nouvelle, celle du tassement et du morcellement des audiences. Ça vaut depuis le début de la TNT pour la télévision, ça vaut aujourd'hui pour la radio avec
une audience cumulée qui baisse depuis, on va dire, 2010, l'arrivée de la 4G, l'instauration du haut débit comme un produit de grande consommation au fin fond de la Lozère. Donc tout le monde aujourd'hui a les outils et conséquence, ça morcelle et ça tasse les audiences. Quelle place aura le podcast dans les mois qui viennent? J'en sais rien. Il pourra peut-être tirer son épingle du jeu via aussi les espaces conversationnels. Je pense qu'on est au confluent de deux fleuves, au confluent de 2 siècles pour le coup, avec des opportunités qui se dessinent à l'horizon, mais je suis d'accord aussi, et je partage un avis de Philippe, il faut être là. On ne peut peut-être difficilement tenir la barre, mais il faut l'être, parce que peut-être que de cette période très, très riche, on a l'impression d'être dans une sorte de cocotte minute, si on n'y est pas, on n'y sera pas dans 3 mois, dans 2 ans, dans 5 ans, donc il faut y être maintenant. Donc si vous êtes podcasteur, vous avez tout intérêt à vous accrocher à la barre, si j'ose dire, et à commencer à produire des podcasts maintenant, parce que je pense que vous moissonnerez et vous récolterez vos efforts d'ici quelques mois, voire d'ici quelques années. Mais c'est un travail de marathonien, on n'est pas dans le sprint, Philippe. Ouais, oui, ça, on le sait bien Amen. et ça, c'est clair. Marc? Oui, je rejoins tout à fait ce que Frédéric a dit. Donc bonjour à tous, merci de m'avoir fait monter. Moi, j'habite en Angleterre, donc je vois j'observe ce qui se passe dans le monde anglo-saxon du podcast depuis maintenant 2015, où j'ai découvert les podcasts. Il ne faut pas oublier que l'explosion du podcast, parce que c'est vrai que ça, comme Frédéric l'a mentionné, ça existe depuis 2004. Apple l'avait créé à l'époque, il y a un indéfini des standards, et puis c'est resté un truc qui était c'était plutôt destiné à l'iPod, et c'était assez difficile de télécharger des podcasts, jusqu'au jour où Apple a décidé de mettre l'application podcast par défaut dans l'iOS. Si je me souviens bien, c'était genre iOS 9 ou 6, un truc comme ça. Et tout le monde avait une application de podcast par défaut dans son téléphone. Et quand on regarde les États-Unis ou même le Royaume-Uni où j'habite, le taux de pénétration de l'iPhone est nettement supérieur au taux d'Android, par exemple. Alors qu'en France, on a complètement l'inverse. Il y a beaucoup plus de gens qui possèdent des appareils sur Android sur lesquels il n'y a pas d'application native. Donc, dans le monde anglo-saxon, on est un petit peu, avec cette application obligatoire qu'on imposait sur tous les téléphones, on a un petit peu forcé la main sur les podcasts. Les gens, comment j'ai découvert les podcasts? Comme beaucoup de gens, j'avais 3 apps dans mon téléphone, la mémoire était saturée, il fallait que je supprime. J'avais cette app-là, violette, là, qui s'appelait podcast, je ne savais pas ce que c'était. J'ouvre dedans, je regarde, je ne voyais rien. Ah, il y a un petit moteur de recherche, je tape un mot-clé et boum, j'ai ouvert la boîte de Pandore et depuis, je suis accro. Et c'est comme ça que les gens ont découvert le podcast. Bon, après, il y a aussi le podcast star Serial qui a été, un catalyseur, c'est un peu l'huile sur le feu. Tout le monde avait déjà le lecteur dans sa poche. Exactement, le bidon d'essence qu'on va jeter sur la population et puis mettre le feu, et ça s'est littéralement enflammé. Je veux dire, je parle en matière imagée, avec le podcast Serial qui a vraiment boosté ça. Et il suffit qu'on accroche les gens sur un podcast. Et après, une fois qu'ils sont dans une application de podcast, ils recherchent. Ouais. Donc, ils vont rechercher les mots-clés. Oui, on est d'accord. Donc, c'est vrai que Serial est peut-être, il manque peut-être, alors je dis pas Serial, mais un podcast qui va faire que d'un seul coup, ça va devenir ce qu'on appelle mainstream. Toutes les radios et les télés vont en parler parce que il y a des gens qui l'écoutent et que c'est une production indépendante qui est pas issue d'une radio ou issue d'une télévision et qui arrive à faire en sorte que ça démocratise ce mot et l'utilisation des podcasts. Après, il y a quand même un autre élément qui est notable depuis peu de mois sur Google, mais encore faut-il taper le mot podcast. C'est que quand vous mettez dans le moteur de recherche n'importe quel mot ou nom et que vous ajoutez podcast après, Google vous propose des podcasts à écouter directement dans le moteur de recherche. Et ça, c'est quand même aussi... mais encore faut-il, en effet, ajouter podcast après dans la recherche, parce que si on ne le fait pas, eh bien, il ne propose pas ces fameux podcasts. Donc, c'est pas encore totalement accessible avec le moteur de recherche où on tape et on va tout de suite pouvoir écouter. Il faut quand même taper podcast dans le champ, dans la recherche. Mais on a eu une révolution technologique il y a quelques années en Angleterre. En fait, je voulais souligner le fait que on peut avoir soit des phénomènes de société, soit on va un peu forcer le changement technologique qui va faire en sorte que les gens vont se diriger vers le podcast.
En Angleterre, on a eu le boom parce qu'ils ont forcé le passage à la radio numérique, à la DAB. Donc, sur un plan, j'habite dans le Cambridgeshire où c'était la première région où ils ont forcé ça. C'est-à-dire, un jour, ils ont préparé les gens 6 mois à l'avance. Le 1er janvier, boum, ils ont coupé toutes les radios FM. On se retrouvait avec plus que les 3 chaînes de la BBC et une chaîne privée sur toute la bande FM. Toutes les radios sont passées sur les radios numériques. Et quand on regardait le prix d'achat d'un appareil radio numérique, un récepteur radio, ça coûtait dans les 40 €, quoi. Donc, alors qu'à l'époque, moi je me souviens, tu pouvais acheter une radio pour 5 € à n'importe quel supermarché. Et tous les gens qui écoutaient la radio dans leur voiture, les appareils n'ont pas été adaptés. Donc tout le parc automobile qui était trop ancien, qui possédait des radios adaptées, n'ont pas, des radios intégrées, pardon, n'ont pas mis à jour leur système. Encore, je ne pense pas que les radios actuelles puissent être optimisées pour écouter la radio numérique dans les voitures. Donc, ça a forcé les gens, plutôt que d'avoir littéralement 4 chaînes sur la radio, passons au podcast. Oui, alors ça, c'est intéressant ce que tu dis, Marc, parce que ça veut dire qu'il faut arrêter la FM, en fait. On arrête la FM en France, comme ça s'est fait. Alors, ça se fait dans d'autres pays. Hein. Il y a la Norvège qui l'a fait. L'Angleterre l'a fait, en effet, dans des zones un peu plus petites. Elle n'a pas encore totalement éteint à Londres et dans les grandes villes la FM, parce qu'il y a encore des petites stations qui sont sur la FM. Et puis en Angleterre, il y a eu le DAB, qui était la norme donc de 96, 97, donc qui existe depuis très très longtemps en Angleterre. Et il y a eu cette problématique aussi supplémentaire du DAB+, où là, il fallait à nouveau, quand on avait un récepteur DAB, il fallait à nouveau changer de récepteur si on voulait capter les radios en DAB+. Depuis un an à peu près, il y a le DAB+, qui est arrivé en Angleterre. Donc c'est encore plus une raison d'aller écouter du podcast. Donc en effet, je pense qu'il y a aussi ce côté en Angleterre qui a... Alors il y a Serial, ça c'est vrai. Je pense que c'est un podcast qui va faire qu'il va y avoir une notoriété. C'est un peu ça qu'on attend en France quelque part. Hein. Et c'est pour ça qu'on a lancé ce sujet. Le podcast souffre-t-il d'un déficit de notoriété? Parce que je pense qu'il faut qu'il y ait un podcast qui arrive à exploser en France comme Serial l'a fait aux États-Unis, en Angleterre et dans les pays anglo-saxons, pour qu'on puisse, et que tout le monde, tous autant que vous êtes ici dans la room, et tous les créateurs de podcasts puissent bénéficier. Alors on ne sait pas quand, et ça Frédéric le disait, c'est-à-dire il faut être là, il faut être présent, il faut affiner comme un fromage, avec du temps, affiner ses podcasts, affiner ses contenus pour arriver à trouver son audience. Hein. Comme Raphaël, assez fan de Prince, eh bien, il faut aller avoir sa communauté et puis espérer avoir aussi, et on en a parlé aussi dans des rooms, dans les petits billets de Brûlatour, eh ben, avoir un peu de chance à un moment et tomber à côté quand on recherche les grosses têtes, eh ben, on est le podcast qui est à côté, et d'un seul coup on parle de vous, on entend parler de vous, vous avez un contenu de qualité et c'est parti, et vous faites des millions et des millions d'écoutes. Les plateformes doivent, pardonnez-moi, mais les plateformes doivent faire aussi beaucoup d'efforts. Alors, moi je sais que les week-ends ou à temps perdu, si j'ose dire, le peu qu'il me reste en pure perte, qui est plutôt rare, mais par sérendipité, voilà, on peut trouver des choses intéressantes. La sérendipité, c'est le hasard des choses. Hein. Vous allez d'un clic à un autre et puis paf, vous avez parfois une bonne surprise et vous téléchargez quelque chose qui est intéressant. Et je crois que les plateformes doivent faire, Philippe, des efforts. Hein. On en a déjà beaucoup parlé ici. Essayez par exemple, sans être un fan de cinéma, de vous regarder un film sur Orange TV par exemple. Je cite cet opérateur, mais j'imagine que pour les autres opérateurs c'est la même chose. Un samedi soir, vous avez des milliers de films, vous passez 1h30, 2 heures à choisir celui que vous voulez choisir, et puis une fois que tout le monde s'est mis d'accord, c'est plutôt l'heure d'aller au lit. Écoutez, c'est la même chose pour le podcast. Il y a véritablement un problème pour aujourd'hui trouver des podcasts. Alors, je dis pas que les algorithmes sont pas suffisamment puissants, c'est pas ça, mais il manque quand même quelque chose. Et tant que les plateformes comme Apple Podcast, Google Podcast et toutes les autres n'auront pas résolu cette problématique, il y a un vrai frein quand même. Il faut le dire, on trouve pas ce qu'on a envie de trouver.
relativement facilement, voilà, relativement rapidement quand on cherche La un podcast curation aujourd'hui sur les est plateformes. déjà très compliquée. De toute façon, Ouais. sur le principe, la curation, c'est-à-dire classer et trouver et mettre des notes par notoriété et par qualité de podcast. Alors ça se fait souvent avec les petites étoiles qu'on met sur Apple Podcast. D'ailleurs, j'entendais une room américaine qui parlait de ça et qui disait qu'Apple c'était un peu compliqué en termes d'utilisabilité quand on était sur Apple Podcast pour écouter par exemple des podcasts à la suite. Alors que sur Spotify, ils ont vraiment pensé le truc pour les auditeurs de podcasts. Donc il y a aussi cette utilisabilité qui peut permettre au podcast de faciliter cette écoute et de simplifier cette écoute. Et ils ont une responsabilité, en effet. Ouais. On va accueillir Frédéric, à moins que Marc avait une remarque par rapport à ce que disait Frédéric. Oui, j'ai toujours quelque chose à dire. Oui, en fait, effectivement, Apple Podcast, c'est très difficile rien que de filtrer les podcasts en français. Par contre, nous, en tant que créateurs de podcasts, on a la responsabilité de bien remplir tous les champs et de mettre les bons mots-clés dans nos descriptions. Juste la description du podcast, par exemple, qui est un champ obligatoire Apple Podcast, je me rends compte qu'il n'y a pas la moitié qui le remplit correctement. Donc, et je veux dire, mettez au moins les mots-clés qui vous permettront, que les gens vont taper pour trouver un podcast dans votre niche. Je vois que même quand je publie plus, là j'ai fait un break sur mon podcast, j'ai quand même encore des nouvelles écoutes qui arrivent. Pourquoi ? Parce que j'ai mis les bons mots-clés et je m'assure que les gens qui cherchent pour un podcast de cuisine trouvent mon podcast dans la liste. Alors Voilà. ça, c'est une très bonne petite remarque parce que même si les hébergeurs vous facilitent la tâche et vous permettent de rentrer les données, c'est vrai que le champ tag, on a souvent tendance, et même dans nos articles, quand on en publie sur le pod ou sur la lettre pro, on a tendance à les oublier et c'est très important de bien remplir tous les champs pour justement pouvoir être trouvé dans toutes ces datas qui circulent sur toutes les plateformes. On accueille Frédéric. Salut Frédéric, pour parler de podcast et de déficit de notoriété. Oui, bonjour, merci de me donner la parole. Moi, je suis plutôt utilisateur, mais je rejoins assez ce que vous dites en tant qu'utilisateur. Je pense qu'Apple a une grosse responsabilité, parce qu'ils ont initié quand même le mouvement à l'origine, à peu près. Il n'y avait pas qu'Apple, mais c'est principalement Apple qui l'a quand même poussé en tant que grand acteur industriel et mondial. Ce que je remarque, c'est que là, j'étais faire le tour sur le pod depuis mon iPhone. On remarque effectivement qu'on trouve le pod et qu'on regarde l'information, vous avouerez que c'est pas, il n'y a pas grand chose quoi. On met une description texte, il y a une photo et ça s'arrête là. C'est pas, je veux dire, le pod, ça se résume pas à 6 lignes avec une photo, mais en gros, le créateur du contenu n'a pas grand chose, à mettre en plus. Je connais pas la fréquentation, je connais pas les gens, il n'y a pas de lien directement je veux dire, pour vraiment avoir ce côté qualitatif, les mots-clés, etc. Je trouve quand même que c'est très très light par rapport aux applications que fait Apple et à ce qu'ils sont capables de faire en termes de développement. On sent quand même que ils n'ont pas mis beaucoup de moyens, je trouve, dans les interfaces pour déjà simplifier les likes. J'ai une liste d'épisodes dessous le pod que j'ai écouté ou pas écouté. J'ai aucune possibilité directement en cliquant sur l'épisode, par exemple, de liker, de dire que j'aime cet épisode-là, que je le recommande. On peut télécharger, il y a tout un tas d'options quand on laisse le doigt appuyé, vous voyez, mais tout est fait pour pas qu'on like, tout est fait pour que l'utilisateur, on dirait, ait des difficultés à soit exprimer un commentaire. D'ailleurs, on ne sait pas si c'est par rapport au podcast ou par rapport à l'épisode. A priori, c'est par rapport au podcast en général. Il n'y a pas de commentaire ou d'avis sur un épisode en particulier, ce qui quand même est assez dommage parce qu'on ne peut pas résumer un podcast ou en tout cas un épisode à un podcast tout entier. Moi, ça me dérange. Et je pense que le problème de la notoriété, effectivement, il est réel, mais c'est parce que c'est une application. Moi, la plupart des gens que je côtoie, ils l'utilisent pratiquement jamais. Je voudrais savoir les stats d'Apple par rapport à ça, mais je suis pas sûr qu'il y ait plus de 20% ou 30% des gens qui utilisent cette application ou qui l'ont utilisée. Ou alors ils tombent sur des podcasts web, vous voyez, en général ils vont sur Internet avec leur Mac ou autre, et puis ils peuvent écouter des podcasts comme ça parce qu'il y a des liens. Mais depuis leur iPhone, etc., c'est pas si simple que ça.
je trouve. Alors, Ça, c'est ma perception. alors que je comprenne bien, parce que je pense que on parlait d'Apple Podcast, l'application en tant que telle, et tu as mentionné donc le pod qui est notre site web d'actualité. On n'est pas, nous, un site de curation sur la partie web. Si tu parles du pod.fr ou du site web auquel tu accèdes sur ton mobile, nous, on est là pour parler de l'actualité du podcast et des sorties de tous les nouveaux podcasts qui vont sortir. Et ça, c'est notre rôle de site d'information d'actualité qui s'appelle le pod.fr. Et en effet, sur notre site, on ne peut relayer que les informations qu'on nous envoie et qu'on nous communique. Et par contre, autant sur le site, c'est vraiment de l'actualité très simple et on n'est pas un site d'écoute. Vous avez un autre site qui fait ça beaucoup mieux que nous, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne se positionne pas sur ce marché-là, qui s'appelle Podmust. Podmust.com, si vous allez sur podmust.com, vous allez voir que on est sur un site d'actualité aussi, mais qui fait de la curation réelle de podcasts de qualité et qui là va parler d'épisodes en particulier, qui là va vous donner une liste d'écoute concrète avec des épisodes concrets et qui a une vraie interface très travaillée pour ce genre de curation, de sélection. Nous, le pod.fr, il est là vraiment pour parler de tout ce qui se passe dans le secteur du podcast et toutes les nouvelles sorties de podcasts qui arrivent. Et après, on a notre magazine papier, et que tu peux trouver d'ailleurs en haut du site. Il y a 5 petites vignettes avec différents personnages dessus. Ça, c'est nos magazines. Et là, dans nos magazines, qui sont des magazines papier, puisqu'on a d'abord une diffusion papier dans une dizaine de lieux à Paris depuis maintenant, et puis à partir du numéro 6, là, on va avoir un lieu dans chaque grande région française et une diffusion aussi au Québec, au Canada donc, de la version papier. Et là, dans la version papier qui se retrouve gratuitement sur le web en version digitale, tu as la possibilité d'avoir vraiment de la curation. Et là, on parle d'épisodes, on va dans le détail de ce qui se passe. Bon, alors c'est un petit format, donc on ne peut pas écrire tout un roman. Mais par contre, dans le magazine papier, là, il y a une véritable curation. C'est-à-dire, on a un produit d'appel qui est le site web lepod.fr. On parle de tout le monde et de tous ceux qui veulent, qui lancent un podcast ou qui font ça. Et on a la deuxième chose qui est notre magazine papier, qui lui fait une vraie curation de podcasts. Et je t'invite à aller les télécharger ou les consulter en flipbook, et où là tu as des liens directs. Tu as des liens directs quand tu cliques, tu cliques dessus et tu as le lien direct vers le podcast où tu peux l'écouter. Et voilà, donc je pense qu'il y avait dans ton intervention, il y avait 2 choses. Il y avait le fait que nous on parlait plutôt de l'application Apple Podcast qui est pas forcément idéale en tant qu'utilisateur. Et là, toi, tu parlais du pod.fr et tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que nous, on n'est pas du tout un site pour parler d'un épisode en particulier et mettre des étoiles et liker ou partager ou faire des choses comme ça. On est un site d'actualité grand public sur le podcast en général. Et tous ceux qui sortent des podcasts nous envoient des communiqués. Nous, on parle d'eux. Et après, on a des journalistes qu'on paye parce que le site lepod.fr est gratuit. Et le magazine papier, lui, on peut l'acheter si on veut. Il est disponible en digital et on le distribue dans des lieux très sélectionnés qui sont des lieux un peu tendance, et on a des accords commerciaux après avec des annonceurs et avec les lieux qui le distribuent pour qu'on puisse le distribuer gratuitement. Donc en fait, on n'est pas encore distribué dans les kiosques pour aussi parler il y avait, je ne sais pas si c'était Raphaël ou Marc qui disait qu'il manquait non, c'est Raphaël qui disait qu'il manquait en fait de magazines pour promouvoir le podcast aussi au niveau national, et je suis complètement d'accord avec toi. Nous, on adorerait avoir le pod dans tous les kiosques. Parce qu'on fait vraiment de la curation. Après, si quelqu'un a une proposition à me faire pour qu'on soit distribué dans tous les kiosques, pas de problème, mais c'est des coûts qui sont colossaux. Et l'industrie du podcast aujourd'hui n'est pas prête. Enfin, nous, je vais pas vous cacher, la publicité, une page dans la publicité du magazine Le Pod, c'est 500 € dans le magazine papier. 500 €, on a vite fait de payer ses journalistes avec 500 € de pub. Donc, on n'a pas un modèle économique énorme parce que le podcast n'a pas un modèle économique énorme. Oui, Raphaël. Est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité de réfléchir, s'il y a vraiment un souhait de kiosque, à un co-branding avec un magazine culturel X ou Y, pour l'avoir sous blister? Là, récemment, il y a eu un petit fascicule sur les disquaires en association avec Jazz Magazine. Alors, ok, c'était sur l'édition parisienne, mais ça faisait quand même plus de 2500 exemplaires distribués. Peut-être que, vu le format du pod, ça pourrait être un mariage intéressant.
Alors ça, on y a vraiment pensé. On a un tout petit écueil là-dessus, et après c'est de la stratégie là dont on parle, donc ça, on est un peu sorti du sujet du déficit, mais quelque part c'est lié au sujet, hein. Un déficit de notoriété, c'est aussi notre rôle que de promouvoir le podcast dans sa partie générale. Nous, on a décidé de promouvoir le podcast natif, et d'ailleurs dans le prochain numéro du pod, il doit y avoir que 6 pages de replay, le reste c'est que des podcasts natifs, parce qu'on prend ce parti pris de dire qu'on veut promouvoir la création de podcasts natifs, et que la découvrabilité du podcast natif est très compliquée en France sur les plateformes comme Apple ou comme Amazon, parce que justement on ne peut pas savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Nous, donc le pod.fr, c'est pas fait pour ce qui est bien et pas bien, c'est de l'actualité. Après, le pod magazine, là oui, mais alors ça voudrait dire qu'il faut d'abord qu'on accorde nos violons avec le distributeur, qui nous dise, ben voilà, on a besoin de 500 000 exemplaires. Et 500 000 exemplaires, qui dit 500 000 exemplaires, dit un coût colossal d'impression, et donc augmenter les tarifs de publicité dans le pod pour les annonceurs. Et les annonceurs sont-ils prêts à multiplier par 10 le prix et de passer de 500 € à 5 000 € la page, parce qu'on est distribué dans tous les kiosques. Donc il y a tout ce travail-là qu'on est en train de réaliser, et on espère vraiment, nous, notre objectif, c'est qu'on soit dans tous les kiosques, et que tout le monde ait son petit magazine de poche, le pod dans sa poche, et qu'on arrive par ce biais-là à donner une meilleure notoriété au podcast, et surtout au podcast natif. On n'a rien contre les radios, on est issu du sérail de la radio, donc on n'est pas contre nos amis les radios qui font des contenus de qualité. France Culture, France Musique, Nova, toutes ces radios-là font des podcasts excellents, et même les radios chrétiennes, j'en écoutais encore hier, des podcasts de super qualité. On ne dit pas ça, on dit simplement qu'il y a aussi toute une nouvelle génération de passionnés et de gens qui ont plein de choses à dire en audio, et qui font des contenus très produits, avec de la qualité sonore, avec de l'image, avec de l'imaginaire qui nous fait travailler, ce que faisaient plus beaucoup les radios, et que ça fait du bien. Et donc on veut promouvoir ça, parce que c'est aussi notre secteur d'activité, l'audio digital, le podcast et la radio, et tout ne fait qu'un au final. Et c'est ce qui se passera à la fin, puisque les radios sont en train de faire des podcasts natifs de leur côté, qui ressemblent beaucoup à des productions d'indépendants du podcast natif. Donc voilà. Ouais, donc, mais moi, tu vois, par exemple, par rapport à ça, Philippe, pour écouter aussi des podcasts France Inter, etc., pas tant que ça, mais un petit peu quand même, je remarque qu'ils font surtout de l'autopromo. C'est-à-dire que l'information, c'est oui, le podcast est super à condition que vous restez chez nous. Et ils ne parlent que de leur podcast. Et d'ailleurs, en gros, notamment pour France Inter, parce que le groupe Radio France, c'est une autre appli, tout est fait pour qu'on reste dans l'appli pour écouter les podcasts d'une radio, mais en restant dans l'appli, et pas vraiment, pas vraiment d'aller sur des applications plus généralistes de podcasts et de découvertes. Et ça, c'est ce qui me dérange un petit peu, notamment dans les grands groupes qui, quand ils soutiennent le podcast, soutiennent avant tout leur podcast, et j'ai peu entendu des émissions ou des chroniques qui allaient parler du podcast en général de façon régulière, tu vois. Donc on parle de nouvelles techno. Et ça me dérange. Tout le monde tire ça. Oui, mais ils tirent tous la couverture à eux, parce qu'ils sont créateurs de podcasts, et maintenant ils ont des structures à part comme RTL Originals ou Europe 1 Studio, qui créent des podcasts natifs et de marque, et qui gagnent beaucoup d'argent à faire leurs podcasts de marque, et donc qui, au final, ne font pas la promotion du podcast natif, parce que ce sont des concurrents. Ouais, mais ça me dérange notamment quand c'est quand c'est les groupes privés, je peux comprendre, mais quand c'est des groupes publics, là, si tu veux, on va faire une room sur les groupes publics. Qu'est-ce que je veux dire, il y a aussi une énorme bataille entre les France Bleu et les radios locales en région qui s'accaparent des partenariats exclusifs, et qui interdisent à d'autres radios d'être partenaires de tel ou tel événement, alors que c'est interdit dans leur convention. En fait, le service public c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Le service public n'est pas censé avoir de concurrents, mais il en a concrètement, et ils en parlent pas officiellement, et on ne va pas en parler dans nos colonnes avec Frédéric, mais concrètement, ils se voient directement comme des concurrents premiers. Et d'ailleurs, quand on voit les communiqués des audiences, quand les audiences sortent des radios publiques, on voit bien qu'elles jouent la concurrence. Je voulais dire des choses intelligentes, mais vous venez de les dire, donc je ne sais pas si je vais pouvoir les mettre en avant. Mais j'étais en train de parcourir une étude de Médiamétrie avec un chiffre très intéressant. 12,1% des internautes écoutent essentiellement des podcasts natifs.
C'est peu, hein. C'est pas le chiffre de l'année. 12,1 pour l'instant. Ben ouais. Donc, Ouais, je pense que c'est relativement peu, hein. Moi, j'aime beaucoup ça. J'essaie d'en parler à droite, à gauche. Mais c'est vrai que quand je veux montrer, notamment l'application podcast, elle est souvent de base, voilà, il n'y a pas besoin de télécharger, etc. Je la trouve pas très friendly, elle est pas super sympa. Je trouve que les moteurs de recherche, si on avait un équivalent de Google sur le podcast, ça serait quand même le bienvenu parce que la recherche, elle est quand même assez pauvre, hein. On a peu de chances de trouver ce qu'on cherche. On a peu de, comment dire, on n'a pas toutes les options que peut fournir un Google, par exemple, ou un autre moteur de recherche. C'est-à-dire, je cherche un podcast, je cherche un truc francophone, si possible traitant de tel sujet, qui soit sorti entre telle date et telle date. Ça, c'est carrément impossible à faire. En Enfin, fait, je veux dire, on peut pas. si je peux me permettre, et pour résumer l'échange que tu as eu à l'instant avec Philippe, il y a finalement que trois seuls et uniques leviers pour tenter d'inverser cette mauvaise notoriété. D'abord, c'est améliorer, on est tous d'accord, l'expérience utilisateur, comme on améliorerait par exemple l'expérience client. C'est-à-dire qu'il faut rendre les courses faciles, si j'ose dire, et donc dans ce cas présent, là, il faut rendre le processus de recherche de podcast agréable. Je vous dis que les médias s'accaparent cette problématique, c'est-à-dire accompagnent le développement du podcast. Peu le feront. Peu le feront. Je vous pose un billet que peu le feront. Pour la bonne et simple raison qu'ils voient le podcast comme un concurrent. Il ne faut pas l'oublier, hein. C'est un concurrent. Le podcast, c'est un concurrent de la radio. Alors, on essaye de l'apprivoiser dans les studios actuellement, mais ça se regarde en chien de faïence, comme dirait l'autre. Et puis, il faut lever, je pense, il faut tenter de créer des communautés qui soient engagées. Et moi, j'ai remarqué aujourd'hui, dans ce monde moderne, dans ces nouvelles sociétés, que les communautés qui sont engagées ne sont pas forcément engageantes. C'est un inconvénient. Une société, une communauté engagée doit être par définition tout autant engageante qu'elle est engagée. Elles sont rares, mais une fois qu'on aura trouvé le modèle de ces communautés engagées et engageantes à la fois, le pod, je pense, en est un exemple, j'espère en tous les cas, qu'il y a des valeurs derrière, philosophiques par exemple, que l'on entretient, Philippe, moi-même, l'ensemble de l'équipe, pour faire que ce soit une communauté engagée et engageante. Une fois que ces trois leviers seront réunis, je pense qu'on pourra s'attaquer frontalement à ce manque de notoriété dans le domaine du podcast, Philippe. Tout à fait. Et en tout cas, on essaye d'y contribuer, de trouver des moyens pour faire en sorte que l'ensemble des podcasts natifs et de l'offre qui existe aujourd'hui, on puisse la mettre en avant, en valeur. Alors, encore une fois, avec notre site d'actualité quotidien, et on vous invite à nous envoyer vos communiqués ou si vous avez envie de parler de plein de choses sur le podcast, à nous le dire. Je vous rappelle qu'on a une petite réunion d'information sur un collectif qu'on est en train de lancer, le collectif Pod, qui a lieu le 27 mai à 17h. Vous pouvez vous inscrire sur le site lepod.club, www.lepod.club. Vous avez un petit formulaire et si vous voulez recevoir d'ailleurs un magazine gratuit du pod papier, Frédéric, si tu veux en recevoir un exemplaire par exemple, tu laisses tes petites coordonnées sur le pod.club et on t'enverra un exemplaire papier du dernier numéro. Comme ça, tu verras un peu la différence entre le site et le magazine qui est vraiment notable puisque on a des rédacteurs qui sont payés pour faire cette curation, choisir, écouter les podcasts et pouvoir donner leur avis sur soit la saison, soit un épisode en particulier. C'est vraiment ça qu'on essaie de faire dans le magazine papier que vous retrouvez bien entendu en haut du site lepod.fr. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Si vous avez donc des communiqués, envoyez-les nous. D'ailleurs, juste au passage, je parcourais le PDF là du dernier, 52 pages. Hein. Il est très bon, hein, bravo. Ah, ben merci, c'est graphiquement. Ouais, franchement, je découvre. Donc, vraiment, chapeau. Je suis ravi d'avoir. C'est mon nom de famille, ça tombe bien. C'est le mot qu'il nous fallait, c'est le mot qui nous manquait. Ouais, félicitations, c'est super. Donc, on a voulu faire quelque chose un peu original. Et alors, ce que je dis dans mon prochain édito, je vous le dis en avant-première, puisque vous allez découvrir ça dans le numéro 6 qui va sortir fin du mois, c'est que on a fait des couvertures avec des personnages qui sont des dessins. Et pourquoi ça ? Parce qu'il n'y a pas de star. Et ça fait l'objet du prochain édito qui sortira dans le prochain numéro. À quand la photo
de la première star du podcast sur le magazine Le Pod. C'est ça que vous pourrez lire. Frédéric est bien fatigué. C'est ça que vous pourrez lire dans le prochain magazine. Et on aura 80 pages, dont un cahier spécial sur le balado. Je voyais tout à l'heure, il est reparti, mais il y avait un Canadien, un Québécois qui était parmi nous. Québécois. Et qui nous a donc aidé à concocter ces 12 pages, ce petit cahier sur les balados, avec plein de sélections de podcasts outre-Atlantique. Brûle-la-tour. J'ai pas compris. Marc, dis-moi. Tu veux faire passer une photo en podcast. Ah, Marc n'a pas totalement compris, remarque-moi non plus, mais je pense pas que Philippe ait dit ça. S'il n'y a pas de photo de star du podcast, c'est parce qu'il n'y a pas de photo. Non, en fait, sur la couverture. Oui, d'accord. Je parle de la couverture du pod. C'est-à-dire, la couverture du pod, c'est des dessins qu'on a fait. On a fait un dessin, d'abord, la première fois, c'était un homme. Ensuite, on a fait une fille, on a fait un garçon, on a fait un grand-père. Là, on part sur une grand-mère. Mais c'est des dessins. C'est pas vraiment des vraies personnes. Par exemple, je prends quelqu'un qui est connu dans l'industrie du podcast actuellement, Pénélope Boeuf, aurait pu faire la couverture parce qu'elle commence à faire parler d'elle, mais c'est pas vraiment encore une star. Et sur un magazine, en général, quand tu sors un magazine, tu mets une star à la une. Sur ta couverture, sur ta première de couverture. Et là, en fait, c'est ce qu'on n'a pas pu faire en lançant le pod parce qu'il n'y avait pas de star vraiment connue dans le podcast natif. Et donc, on espère, pour le numéro 7, ou plus tard, on verra bien, on décidera selon si on estime que la personne est vraiment la star du podcast, de pouvoir véritablement être à la une du magazine Le Pod. Ok, merci. C'est bon, c'était peut-être pas très clair en effet, parce que moi c'est tellement clair dans ma tête que j'ai l'impression que c'est clair pour tout le monde. On va accueillir... L'avantage aussi du podcast, c'est que ça permet de justement pas montrer sa tête. Oui, alors après, on n'est pas obligé de mettre des stars à la une, c'est clair. C'est clair que c'est pas une obligation. On peut rester aussi sur des petits personnages comme ça. Ça fait un peu le jeu des 7 familles d'ailleurs. C'est un peu le concept. Justine, on accueille Justine. La prochaine star, Philippe se cache parfois, ou peut-être dans cette room, on va savoir. Exactement, mais j'en suis bien conscient. Oui. C'est peut-être Justine d'ailleurs. C'est peut-être Justine. Salut Justine. Bonjour, non, c'est pas prévu dans mon avenir proche. Non, mais je trouvais ça intéressant sur cette notion qu'il n'y avait pas de star du podcast. Alors j'ai peut-être une explication que vous avez sûrement déjà évoquée, mais pour qu'il y ait des stars, il faut qu'il y ait des moyens. C'est-à-dire que c'est un travail à plein temps pour un moment vraiment développer, que ce soit un métier à part entière. Il faut aussi qu'il y ait des moyens. Et aujourd'hui, en tout cas, dans le podcast en France, il y a encore très peu de moyens. C'est-à-dire que ça devient soit des investissements, en tout cas pour les producteurs à blanc, c'est-à-dire sachant qu'ils ne se rentabiliseront pas vraiment, ne pourront pas vraiment gagner d'argent avec. Et pour les créateurs de contenu, c'est souvent des activités annexes qui ne peuvent pas être des activités à plein temps et complètement professionnalisées, quoi. Et il y a quelque chose, en tout cas, dans la grande différence pour moi entre le podcast américain et le podcast français, c'est tout simplement une question de moyens. Parce que pour avoir des bons auteurs, pour avoir des bons comédiens, pour avoir des bons réalisateurs, il faut aussi avoir le budget qui va avec. Et aujourd'hui, les plateformes ou les productions de podcasts sont très réticentes, à juste titre, d'investir vraiment des vrais budgets pour de la création originale, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de retour et que ce sera forcément à perte. Ouais, alors on est complètement d'accord avec toi, et c'est vrai que ça commence. On commence à avoir des budgets qui se dessinent à l'horizon avec des projets pour la rentrée. Alors je pense qu'il y a aussi cette période qui a été compliquée. Il y a eu quand même un énorme essor du podcast avant la pandémie, et pendant la pandémie, ça s'est un peu freiné. Là, je pense que ça va repartir. Il y avait beaucoup de projets qui étaient en cours avec des grosses structures, des grosses productions qui ont été un peu malheureusement contraints à se poser des questions et qui ont fermé pour certains mis la clé sous la porte. Donc ça ne fait que repousser un peu, cette pandémie ne fait que repousser d'un an tout ce qui avait été prévu. Mais je sais, pour en avoir eu quelques échos, qu'il y a des grosses productions qui sont en train de se lancer parce qu'ils voient bien que outre-Atlantique, que aussi en Angleterre, il y a des vrais succès
Et il y a des vrais podcasts qui font de vrais beaux chiffres financiers aussi, avec des placements de produits, avec du host read, donc de la lecture de publicité à l'intérieur des podcasts qui fonctionne très bien. Et avec un impact qui est beaucoup plus important en termes d'image de l'annonceur que sur n'importe quel autre support, hein, puisqu'il y a des chiffres qui sont Ouais, quand même c'est-à-dire surprenants. ouais, bien sûr, mais alors après, ils sont plus, d'un point de vue aussi, enfin, dans le pays, ils sont beaucoup. Après, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, pour un moment pouvoir se financer, il y a pas 36 000 solutions. C'est qu'en effet, on garde une accessibilité, en tout cas pour l'auditeur, qui est gratuite, et donc de passer sur du placement de produits ou de la sponsorisation par les marques ou des choses comme ça, qui est malheureusement de temps en temps encore un peu mal vu en France, ce qui est, bon, moi, à mon sens, en tout cas, est un peu idiot, ou à un moment de rendre des podcasts payants. Je ne vais pas citer de nom, mais il y a eu des tentatives vraiment très peu fructueuses ces derniers temps de faire payer en fait certains podcasts, surtout dans le podcast enfant, dans le podcast jeunesse, qui se sont avérés des catastrophes parce que les gens n'ont pas cette habitude-là de payer pour avoir accès au podcast et n'en ont pas forcément envie. Donc à un moment, c'est sûr que, en tout cas, vu comment c'est fait aujourd'hui, c'est soit en effet directement les grands médias mainstream qui peuvent produire eux-mêmes des podcasts, je pense évidemment à Arte Radio ou des structures comme ça, qui font, moi je trouve en tout cas, un travail sur la fiction qui est assez incroyable et qui est trop peu connu à mon sens. Mais sinon, c'est de la sponsorisation de marque et tout ça. Il y a toujours un œil un petit peu méfiant parce que ça devient, quelle est la limite entre la création artistique ou la proposition de contenu et de la publicité cachée, en fait, pour ces marques-là. Et je crois que les auditeurs sont encore un peu réticents, en fait, à vraiment une façon de fonctionner un peu capitaliste, mais aussi nécessaire, en tout cas, à la diffusion de podcasts. Je sais qu'il est tard, mais est-ce qu'on peut réagir à ce que vient de dire Ouais, Justine bien sûr, avec plaisir. Oui, parce avec que moi plaisir. aussi, j'ai besoin de réagir. C'est très intéressant, évidemment, mais sur le lien entre moyens et stars, je suis un peu plus partagé. Je pense que le podcast n'a pas pénétré des lieux qui ont permis à des gens d'émerger, comme les lycées ou les collèges. Il y a 15 ans, il y avait des blogueuses qui étaient des stars à une époque où faire un site avait encore un coût. La question de moyens ne se pose pas pour les youtubeurs ou les instagrammeurs qui font tout avec leur téléphone. Et il y a c'est des du stars. visuel. C'est du visuel. Et Oui, on peut dire ce qu'on veut, la génération d'aujourd'hui est beaucoup plus sensible au visuel, à l'immédiateté du visuel qu'à l'audio. Je suis d'accord, mais il est dans la tête des gens, je dis pas que c'est vrai, il est plus difficile de faire du visuel que de l'audio, je dis pas que c'est vrai du tout, il y a effectivement des conditions à faire, mais ce sont des gens qui ne se sont pas posé la question ni des moyens ni des contraintes. Ils se sont vite rendus compte qu'il n'y avait pas assez de lumière, ils ont acheté une lampe sur Wish à 10 balles et maintenant ils ont de la lumière. Donc je pense aussi que pour le moment, l'audience qui a fait émerger des TikTokers, des influenceurs sur Instagram, etc., il n'y a pas encore une audience qui a trouvé son podcasteur. On a pendant longtemps pensé que les jeunes boudaient la radio. Il y a eu des tonnes de libre antenne, il y a eu des tonnes d'émissions de radio sur une audience très très jeune et parfois bien trop jeune par rapport aux propos abordés. Moi, je pense que si demain il y a un podcasteur qui sait s'adresser à ces gens et qui fédère, il y aura une audience assez importante parce qu'ils sont habitués à partager, etc. Et il peut y avoir des stars émergentes pour le podcast, comme il y en a eu sur les autres réseaux qui demandaient du talent. Enfin, Instagram en est la preuve. Les photographes ont boudé longtemps. Ils ont considéré qu'il fallait avoir un œil pour faire de la bonne photo. Malheureusement, Instagram leur a donné tort pour être un Instagrammeur. Après, il n'y a pas pléthore de plateformes non plus. Hein. C'était YouTube. Non, voilà. Après, moi, je suis assez d'accord avec toi sur le fond, hein, Raphaël. C'est vraiment, je pense qu'en effet, il y a quelque chose en tout cas dans cette génération-là, à aller chercher. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis juste que pour l'instant, on n'a pas encore trouvé. Là-dessus, je suis d'accord. Oui, c'est pas forcément dans la culture française, Justine, de compartimenter les différents métiers qui interagissent dans le cadre
processus de création artistique. Alors là, pour le coup, dans le domaine du podcast, mais dans le domaine de la radio, c'est pire, hein. Parce qu'on pense qu'un animateur ou un journaliste, il est aussi capable de traiter le sujet dans son intégralité, dans sa globalité. C'est un mot épouvantable, hein, le média global en tant que tel, hein, en ce qui me concerne, parce que ça veut dire que le professionnel, selon celui qui vous emploie, pense qu'il est capable de tenir cette chaîne de A à Z, c'est-à-dire de procéder à l'interview, de s'occuper de l'éclairage, d'écrire son sujet, de le Je suis filmer, tellement d'accord avec toi, Frédéric. de le diffuser, de le partager sur les réseaux sociaux. Alors, c'est l'inverse dans les pays anglo-saxons. Mais c'est dommage parce que ça paupérise les individus. Ça paupérise les cerveaux des gens, des gens qui travaillent dans ces milieux-là. Et ça appauvrit assez sournoisement d'ailleurs la créativité. Et Philippe, pour en revenir au thème du début, si ça appauvrit la créativité, ben, ça bloque forcément le déblocage potentiel de ce manque de notoriété du podcast. Et je pense qu'il faudra le prendre en compte dans les prochaines années. Non pas que tout travail mérite salaire, c'est pas ça. Mais je pense que monter un sujet, c'est un métier à part entière. L'écrire, c'est un métier à part entière. Écrire un podcast, c'est un métier à part entière. Alors, c'est pas oui, forcément faire la voix, il y a utiliser un plugin sur un logiciel de montage. Tout ça est assez compartimenté. Et je pense que malheureusement, on ne prend pas la bonne direction, Philippe. C'est un avis personnel en tous les cas. Moi, je trouve que ça se paupérise beaucoup. Voilà. Je reconnais ton classicisme et je pense que Justine te plus soit s'il y avait des likes, je pense qu'il y aurait 30 000 likes de Justine. Je ne veux pas faire un meeting politique, mais c'est une réalité quand même un peu. Non, il y a une réalité, en effet. Moi, je suis en effet d'accord avec toi sur certains points. Frédéric n'est pas forcément d'accord sur d'autres. Je pense qu'il y a des gens, j'ai des noms en tête de gens qui savent, comment dire, pas tout faire, mais en tout cas, en tout cas dans le domaine du podcast, qui sont capables, en effet, d'écrire avec talent, d'interpréter ou d'incarner les choses. Je pense à des gens comme Marine Bausson ou voilà, qui sont capables d'incarner ces trucs-là. Après, moi, j'en reviens toujours, désolée, vous allez me dire que je parle que argent, mais aussi, c'est pareil, pour avoir plusieurs corps de métier et avoir compartimenter et prendre vraiment les gens sur des projets pour ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire un auteur, un réalisateur, un directeur d'acteur, quelqu'un pour incarner, il faut de l'argent. Parce que, alors on peut le faire comme ça ponctuellement, bénévolement pour l'amour de l'art, mais quand à un moment vous êtes professionnel, alors tout travail ne mérite peut-être pas salaire, mais moi je pense surtout que tout investissement professionnel mérite salaire. Et il y a des podcasteurs, hein, pour prendre le contre-exemple, qui font tout eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens et qui, après avoir réussi, et on en connaît certains, commencent à embaucher des gens parce qu'ils se rendent compte que ils peuvent pas tout faire et qu'il y a un moment où, au bout de 2 ans de travailler sur un podcast, ils sont passés par toutes les étapes, et petit à petit, parce que leur podcast fonctionne et qu'ils commencent à avoir un pseudo mini modèle économique, ils s'entourent de quelqu'un qui va composer la musique et ils peuvent le payer, ils s'entourent de quelqu'un qui va mixer et ils peuvent le payer. Donc il y a aussi ce côté-là qui est pas négligé alors peut-être c'est pas la majorité des podcasteurs, quoique je pense que dans le podcast natif, la majorité, je ne sais pas, ceux qui sont dans la room, tous ceux qui ont leur propre podcast, quels sont ceux qui font tout eux-mêmes. Allez, on va faire un petit test là de ceux qui sont dans la room. Ceux qui font tout, tous ceux qui ont un podcast dans la room et qui font tout eux-mêmes, est-ce que vous pouvez lever la main et puis vous l'enlevez juste après, simplement pour voir combien on a de personnes là dans la room qui font tout eux-mêmes. 2, 3, ouais, on a donc 4 personnes, ouais, voilà, vous pouvez enlever. Donc on doit avoir 5 ou 6 personnes. Ouais, c'est ça, on doit avoir 5 ou 6 personnes qui doivent faire un peu tout eux-mêmes. Je pense que ça fait partie de toute... C'est comme les youtubeurs, il y a des youtubeurs qui au début ont tout fait eux-mêmes, ils ont eu un succès, ils ont commencé à gagner beaucoup d'argent, et puis maintenant ils sont des équipes de prod de malades, avec des projets de long métrage, donc ça peut mener à ça aussi le podcast, mais en effet, je suis d'accord avec Justine sur le fait que l'image, la vidéo, facilite certainement aussi... mais rien n'empêche qu'on filme un podcast. Alors c'est un autre, c'est un autre sujet qu'on pourra éventuellement. Tiens, ça pourrait être l'objet de la prochaine room là de vendredi. C'est doit-on filmer un podcast ?
C'est une bonne Non, mais question. il y a des choses à dire, hein, forcément. C'est il y a un des choses à vidéocast alors là. On peut aussi se servir de la vidéo comme outil de promotion de son podcast. Ça ne veut pas dire filmer tous ses podcasts, mais bon, ça fait partie d'un autre sujet. Est-ce que d'autres personnes dans la room, avant qu'on la clôture, même si on est vraiment ouvert à d'autres suggestions sur ce sujet du podcast qui souffre de déficit de notoriété, est-ce que d'autres personnes dans la room ont des remarques à ajouter, ou Raphaël, Marc, Justine, vous avez des choses à ajouter? Sinon, eh bien, écoutez, on va fermer cette room. Marc, tu voulais peut-être rajouter quelque chose? Oui, j'attends juste un petit coup de pouce du destin le jour où ils vont, sur les appareils Android, ils vont mettre l'application Google Podcast native. Ah oui. Ce jour-là, on n'aura plus de problème. Ah oui. C'est une bonne chose. Thomas Crayon nous rejoint pour nous dire un petit mot. Salut Thomas. Bonjour, non c'est juste pour rassurer, je crois que c'est Marc qui parlait. C'est déjà en cours sur les appareils Android parce que Samsung a intégré par défaut une application de podcast. Bon, qui est un peu cachée, c'est pas une appli vraiment, c'est un onglet dans Samsung News ou Samsung Free, je sais plus. Mais en tout cas c'est en train d'arriver. Donc si ça fait comme pour Apple, peut-être que plus de gens vont pouvoir découvrir le podcast. Cool, merci, bonne nouvelle. Eh ben voilà, plein de news qu'on apprend grâce à cette room. On vous retrouve vendredi, si vous le désirez, à 13h pour un autre sujet. Éventuellement, doit-on filmer son podcast? Ça peut être très sympa. Et puis, on vous retrouve aussi le 27 mai. N'oubliez pas, si vous voulez participer à notre collectif pod à 17h, il y a un lien d'inscription sur www.lepod.club. Et si vous désirez aussi participer à la room, la plus grosse room podcast de Clubhouse, on en fait une le 27 mai aussi, mais à 21h. On en avait déjà fait une il y a un mois et demi. C'est une room où on se présente en 30 secondes. On présente son activité dans le podcast ou son podcast, et les gens vous follow. Et chacun, toutes les personnes qui sont dans la room qui ont des podcasts ou des activités dans le podcast viennent se présenter et on se découvre les uns les autres. C'est le concept du 27 mai à 21h. Et puis, toujours nos rooms régulières les lundis, mercredis et vendredis. Avec le 31 aussi, on a prévu une room avec Ocha, si je ne me trompe, qui va arriver. Et vous pouvez cliquer, pour ceux qui ne sont pas encore membres de notre club, sur la petite maison verte en haut et rejoindre notre club et nous suivre pour pouvoir être membre officiel du pod. Et je regarde les autres événements que nous avons, et oui, et puis on a aussi oui c'est ça, c'est le 31 mai, hébergement podcast, tout savoir sur Ocha à 13h le lundi 31 mai pour ceux qui le désirent. Mais vous voyez ça dans My Events, vous allez dans My Events et vous cliquez sur la petite sonnette pour pouvoir être alerté de ces rooms qu'on a déjà programmées, et puis celles qu'on improvise comme celle d'aujourd'hui, puisqu'on a décidé le sujet ce matin. On est comme ça, nous on aime bien parler des sujets sans même forcément les préparer, à part le billet de Brûlatour qui est quand même écrit. Ah oui, quand même. Et vendredi, donc on fait vidéo vendredi, vidéo podcast. Ouais, c'est décidé. Si vous en êtes d'accord, on se retrouve tous pour parler de vidéo et de podcast vendredi à 13h. Allez, je vous rappelle oui. Merci, au revoir. Et puis vous retrouvez mes billets sur quoi? Sur lepod.club? Sur lepod.fr. Exactement. Lepod.fr, on retrouve tous les billets de Brûlatour, et on retrouve bien entendu en podcast cette room qui est, je vous le rappelle, enregistrée et que vous retrouvez au fur et à mesure toutes les semaines. On en égrène une par semaine. Sur notre site, vous allez lepod.fr, vous avez nos podcasts et vous accédez aux différents podcasts que nous réalisons. On en fait 2 pour le moment, c'est des sélections du pod de magazine, et puis le pod.cast qui est le podcast de cette room. Voilà, allez, petit jingle pour terminer. Merci à tous, merci Raphaël, Marc, Thomas, ceux qui sont partis, ceux qui sont passés. Et on se retrouve vendredi à 13h. Allez, ciao. Merci à vous. Vous allez écouter un podcast. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Littérature, mode, sport, art, fiction, santé. Des centaines de milliers de podcasts sont disponibles. Et il vous faudra une vie pour les écouter. Mais le pod est là. Le meilleur du podcast, c'est sur le pod, en version papier ou numérique. Pour plus d'informations, www.lepod.fr.